Mais mes premiers souvenirs sont plutôt liés. Mon grand-père était garde-chasse et garde forestier. Et donc, gamin, il nous emmenait dans la forêt voir les sangliers et avait un jardin dit familial ou ouvrier aujourd'hui. Et on jardinait avec lui le long de l'Eure où on allait pêcher des anguilles et semer des radis de 18 jours. C'est pas du tout dans une forme pyramidale comme une agence d'architecture ou comme une société, mais on travaille en parallèle avec mes amis Patrick Écoutin, Monique Mosser, François Macquart, d'autres, et on constitue des équipes en fonction du lieu sur lequel nous sommes censés intervenir. Et tout le monde, dès le début, invente le programme, sait comment on gérera le lieu, va connaître le cycle des saisons, le climat qu'il fera, pour que tout le potentiel de réactivité qu'on a chacun en nous et de nos passions accumulées puisse jaillir d'une façon commune au moment de l'élaboration du projet et au moment même du chantier. La musique dite classique, et ce mot m'agace parce que je la trouve beaucoup plus créative que n'importe quelle chanson, n'importe quel jazzman et n'importe quel auteur free, entre guillemets. Donc j'aime bien, et elle est parfois appelée musique savante. Et là où je trouve qu'il y a un parallèle avec les jardins, c'est que pour les jardins, même le lieu dans lequel nous sommes puisse exister, il faut une démocratie, il faut une ville établie, il faut des services publics, il faut un service des espaces verts, il faut que chaque jour, ce lieu soit entretenu pour qu'on puisse converser ensemble. Et la musique, pour qu'une salle de concert existe, que les conservatoires forment des nouveaux musiciens et qu'ensuite, sur un répertoire, chacun puisse donner un avis, le jouer et ne jamais revenir en arrière sur ce qui aura été proposé et jouer à un instant lors d'un concert, me fait davantage penser à ce qu'on fait nous dans les jardins plutôt que d'être influencé par un auteur qu'on peut lire et relire. Et surtout, les jardins se détachent totalement d'une vision muséale du plaisir et de la culture en ville. En tout cas, puisqu'on peut toujours revenir voir une exposition, ce sera la même la semaine suivante, et on peut revenir voir la plupart du temps une architecture, ce sera quasiment la même l'année d'après. Cette polyphonie, je trouve, est dommageable pour les jeunes paysagistes. Depuis longtemps, je suis persuadé, et je suis jardinier, puisque j'ai commencé en faisant des jardins, et donc les urbanistes et les paysagistes ont appelé un peu des jardiniers à leur côté, et aujourd'hui les paysagistes sont en train de remplacer les urbanistes. C'est très étonnant, donc il y avait un vide énorme, et ce vide en partie est dû au système des études, au système de rémunération et au titre lui-même. Architecte paysagiste, c'est un peu comme être architecte d'intérieur, c'est un peu comme, il y a les coiffeurs, les grands coiffeurs, et puis les coiffeurs visagistes. Est-ce qu'on leur fait confiance? J'en suis pas sûr. Et puis vraiment la grande difficulté, c'est qu'on a voulu copier les modes de représentation des projets, surtout avec les outils des images de synthèse. Et la chose bien plus embêtante et bien plus grave, c'est que les paysagistes, architectes, sont rémunérés de la même façon que les architectes. Et c'est vrai que parfois, ça peut être très tentant d'amener des gros végétaux et de faire des allées en granit pour toucher plus d'argent et rentrer dans le budget et après s'en aller et être débarrassé du lieu vivant. Et c'est impossible d'être payé sur un paquet de graines. Donc, dès le début, dès les années 70, je trouve que ça s'est un petit peu mal embarqué, il y a une confusion. Et cette confusion, j'espère, grâce à des colloques comme en ce moment, va se rétablir pour que les limites soient très précises. Et ces limites, moi, j'essaie de les établir depuis toujours entre jardins, c'est-à-dire un artifice avec du vivant, que je compare plutôt au pâtissier, ou je dirais même à la fois à la femme de ménage, au puériculteur ou à quelqu'un qui arrive dans une maison, ouvre un réfrigérateur, un frigo et se dit quel dîner je vais faire pour que ce soit convenable. Et mon métier de jardinier est celui-ci. Paysagiste, je ne pense pas que ce soit les architectes paysagistes qui décident dans quel paysage nous vivrons. Ce sont les choix politiques, les administrateurs et surtout l'économie. Il n'y a pas un paysagiste qui pouvait imaginer dans les années 60 que nos villes seraient ceinturées de ronds-points. Il n'y a pas un paysagiste qui pouvait penser qu'ensuite on aurait des plateformes logistiques pour venir nous livrer ce qu'on commanderait sur Internet. Et le paysage, il est là, aussi bien le paysage urbain que le paysage périurbain. Et la nature,
Si la nature, on commence à la mettre à toutes les sauces, elle est très très mal barrée en ce moment au niveau de l'air, au niveau de l'eau, au niveau des sols. Et je crois qu'à partir du moment où l'homme s'est détaché de la nature, c'est-à-dire à l'industrialisation britannique au XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, il n'en fait plus partie. Et je qualifie de ce qui est naturel, ce qui se ressème spontanément, ce qui vit spontanément, et on peut bien imaginer que le vivant lui-même saura retrouver sa place, et c'est aux scientifiques de nous le montrer, de nous l'expliquer, pour qu'on admire encore plus toutes les stratégies fabuleuses qu'ont les plantes, en tout cas les végétaux à travers le monde. Je ne crois pas du tout que les jardins soient une forme d'art. Là aussi, on en a pas mal débattu avec Monique Mosser, avec Laurent Lebon. J'aimerais continuer de le faire. Je pense que le jardin, au contraire, est une action, une réactivité au vivant pour un plaisir à la fois immédiat dans son geste, mais différé dans sa finalité. Et je n'ai pas l'impression que les millions, les dizaines, les centaines de millions de jardiniers amateurs qui souvent nous font de véritables chefs-d'œuvre, sans référence culturelle, sans copie, se prennent pour des artistes. Et beaucoup d'artistes, et certains artistes du land art, se prennent pour des jardiniers ou nous font croire que ce sont des jardins, alors qu'il faut à peine entrebâiller la porte du musée pour voir qu'elles sont si fragiles qu'elles ne résisteront jamais au temps, alors que la définition même pour moi du jardin est cette superposition du temps. On est dans un jardin quand d'un seul coup, on a ces échelles différentes qui est celle de l'arbre, où nous-mêmes, on ne sait pas très bien s'il est le temps d'une génération. L'échelle, on va dire, plus petite ou en tout cas plus éphémère, mais dans les ligneux et les arbustifs, des arbustes, des vivaces. L'échelle très éphémère dans le temps d'une floraison. Et quand tout ça vient se superposer à l'échelle du temps qu'il fait, on est dans un moment de grâce que seuls les jardins peuvent vous procurer. Et si d'un seul coup, vous avez un magnifique orage avec un ciel gris sur les pivoines qui sont en train de s'ouvrir aujourd'hui par rapport à ce printemps précoce, c'est un moment sur lequel, comme le concert, on ne pourra jamais revenir et qui sont des instants d'émotion quelque part fulgurants. Au-delà de l'utopie, c'est un rêve permanent et je me souviendrai toujours de Robert Morel, jardinier, aux côtés de qui j'ai commencé. Et quand je souhaitais faire cette prairie d'été en 80 pour nous libérer justement de cette gestion hebdomadaire très physique et très puissante dans le jardin que j'ai fait avec Éric Choquet, m'a regardé et m'a dit « mais vous rêvez complètement ». Et c'était le plus beau des compliments. Et ce que j'aime, c'est entraîner la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire les clients, vers ce rêve et vers cette utopie. Ce que je rêve de faire depuis toujours, et tout le monde refuse cette commande tellement elle est à longue échéance, ce serait de regarder ce qui se sème spontanément, dans quel type de sol, sans le changer, sans l'arroser, comment on va modifier ces semis naturels pour permettre ensuite à d'autres plantes de venir par l'apport des oiseaux ou du vent. Les villes sont les villes, elles doivent être efficaces. Si on veut être écologique, il faut au contraire faire fonctionner tout ce qu'on a construit à 99% de sa valeur. Donc il faut que les usines d'eau tournent à 99%, il faut que les parkings soient mutualisés, il faut que le métro tourne peut-être jour et nuit quand l'électricité est moins chère, il faut que les voiries soient pleines de voitures, électriques peut-être, il faut que tout ce qu'on a construit aujourd'hui soit usé jusqu'à la corde. Je crois qu'être écologique aujourd'hui et être vertueux pour la nature, c'est au contraire la soulager le plus possible des stratagèmes, des inventions et des accessoires qu'on se crée au quotidien. Il est évident que pour les jeunes générations, on n'a plus besoin de ville, on n'a plus besoin de place publique, puisqu'on peut se retrouver n'importe où, grâce à un SMS, n'importe où dans la ville. Donc, quels sont ces enjeux-là? On ne se retrouve pas sur le champ de foire pour échanger, on ne se retrouve pas à la sortie sur le parvis de l'église pour converser, on n'a pas besoin de tout ça. Donc comment aujourd'hui faire fonctionner, je dis bien à 99%, déjà ce qui a été construit? Je suis très impressionné par les travaux très formels de Catherine Gustafsson. Magnifique projet qui a duré des années en Hollande, alors que je ne comprends rien de ce qu'elle a fait Avenue de France. Je suis aussi très séduit par des jeunes paysagistes comme Koloko qui sont allés en Bosnie pour essayer de faire
de reconquérir des espaces publics, ce qu'on a essayé de faire avec Patrick Écoutin, c'est-à-dire en relation directe avec les habitants, sans passer par toutes les formes administratives et de commandes, mais qui sont notre démocratie. Donc à toutes les échelles, il y a beaucoup de paysagistes que j'admire et qui réussissent à avoir des démarches magnifiques. Sincèrement, même par rapport au voyage qu'on aime, je crois que ça peut être n'importe quel lieu et on peut de toutes les façons, avec cette attention au quotidien décuplée par le partage, avec les gens qui vous influencent, avec vos amis, on peut faire de n'importe quel lieu. Sorensen l'a prouvé, Burle Marx l'a prouvé, sous tous les climats, sous toutes les latitudes, on peut faire de n'importe quel lieu le plus bel endroit du monde.